Salut, c'est le bilan du mois de mars. Enfin moi c'est Cassette, et là on fait le bilan du mois de mars. Un mois de mars pas très chargé, en tout cas pour les consommateurs de catch américain. Au niveau du catch japonais, il y a eu énormément de choses. Je n'ai pas eu le temps de tout rattraper, j'ai regardé des matchs par-ci par-là, notamment la Cinderella Cup du côté de la Stardome, où j'ai pu rattraper une finale absolument géniale. Pareil, un main event du 10e chapitre du Sari ISM qui a été absolument incroyable. Un match tag, enfin bref, branchez-vous Joshi, c'était dingue. J'ai pas pu suivre tous les shows en entier, mais on m'avait conseillé des matchs par-ci par-là. Celui-là est vraiment exceptionnel. Donc Chihiro Hashimoto et Shuri faisaient face à Takumi Iroha et Sare. C'était trop bien, il y a eu une bonne bagarre, il y a eu beaucoup de bons catch à ce moment-là, et bah voilà, enfin, j'ai pas grand-chose à dire de plus, parce que j'ai pas tout suivi le show, mais en tout cas, ce match-là, pour une pièce isolé, on va dire, je vous le conseille énormément. C'était du grand catch, et qu'en plus je ne suis pas forcément friand du catch tag. Là ça vaut le coup. À l'heure où je vous parle, je suis en train de rattraper le dernier show de la TJPW qui a eu lieu dans la nuit du samedi au dimanche 29 mars. Et donc, si j'ai le temps de finir tout ça avant la sortie de cette vidéo, on en parlera rapidement avec un cassette du futur, ou pas, à voir. Bref, commençons directement avec un Noah Apex Conquest qui a eu lieu le 8 mars 2026, donc il faut remonter un tout petit peu. Show que j'ai pu rattraper dès le lendemain. Alors, la Noah, depuis 1 mois et demi, 2 mois, je regarde les gros shows quand j'ai le temps, sinon je regarde surtout les gros matchs. Là j'ai pu regarder tout le show, je suis pas forcément très au courant, on va dire, de tout ce qui s'y passe, donc au niveau des storylines, du background et du contexte de tous les matchs, mais par contre en termes de show, la Noah c'est assez particulier parce que je trouve que c'est souvent très ok, très suffisant, avec 1 ou 2 gros pics, et il s'avère que là il y a eu effectivement un gros pic durant ce show. C'est le main event où Yoshiki Inamura défendait son titre contre Keno. Attention, spoiler, il a conservé son titre dans un très bon match de 25 minutes à peu près. Il a eu mon petit 4,5 sur 5 sur dropkick. Du bon gros wrestling à la japonaise, donc du bon gros puroresu comme on peut l'avoir là-bas. Match de 25 minutes où ça tape très fort, il y a une bonne alchimie entre les deux. J'ai passé un très bon moment devant ce match-là. Donc voilà, si vous n'avez pas le temps forcément de vous taper les 4 heures de choses, que je peux comprendre, surtout que je trouve, voilà, c'est pas incroyable, mais c'est pas mal. Par contre, ce main event-là était vraiment très bien. On fait un petit bond d'une semaine et on arrive du côté de l'AEW et de Révolution. Si ça vous intéresse, pour avoir plus de détails sur mon avis sur ce show, je vous invite à aller voir ma review qui est juste ici. J'arrive à la voir, vous avez vu, le doigt pointé sur l'affiche, je l'ai du premier coup maintenant. Donc l'affiche est juste là si vous voulez aller voir ma review, vous avez une demi-heure un petit peu pour avoir tout mon avis sur ce show. Au global, c'était vraiment très bon. J'ai pu revoir 2-3 trucs. L'opener entre FTR et les Young Bucks, c'est vraiment une grosse dinguerie, et il a le malheur entre guillemets de se retrouver caché, on va dire, par un Bandido Andrade qui pour le moment est à mon avis le match de l'année en termes de qualité de ring. Bandido Andrade, voilà, c'était du 5 étoiles. De toute façon, on en avait parlé de Andrade dans le bilan du mois dernier, que vous pouvez retrouver ici. Le doigt, il est très bon. Dans le bilan de février, j'avais beaucoup parlé d'Andrade, qui était pour moi le catcheur de ce début d'année au niveau des États-Unis et de ce que je consommais en tout cas. Et donc Bandido Andrade, ça a su confirmer tout ça, c'était magnifique. Le wrestling, le vrai wrestling, voilà, là c'est... Vive la lucha! Non mais vive la lucha, vive les Mexicains, vive la lucha de toute façon. Là, moi j'ai beaucoup aimé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été un petit peu saoulés des interactions entre Andrade et des spectatrices qui sont au premier rang. Ils aiment bien faire ces espèces d'interactions entre le baddie Andrade et des spectatrices. Et j'ai trouvé ça, moi, plutôt cool, ça va dans le personnage. Voilà, il y en a qui trouvent que ça casse le rythme, moi j'ai bien aimé, ça va dans l'histoire du truc. Donc le problème du FTR Young Bucks, c'est qu'il s'est retrouvé bloqué entre ce match-là, entre Bandido et Andrade, et évidemment le main event entre MJF et Adam Page, dont on ne cessera jamais de parler, parce que même si c'est un moins bon match, je trouve, en termes de performance ou de ce qui s'y passe dans le match, ça reste un grand match, c'est un très grand match, même un plus grand match du coup en termes d'importance que le Bandido Andrade et le FTR Young Bucks. Et ce MJF Adam Page est très important. Je remets juste une petite couche rapidement. Je suis de plus en plus convaincu que MJF va conserver son titre en avril à Dynasty le 12 contre Kenny Omega, et qu'il arrivera à All In en tant que champion. J'en suis vraiment convaincu. La MJF, c'est très grand ce qu'il est en train de faire. On en avait parlé notamment dans la vidéo Qui sera champion en ligne, que vous pouvez retrouver
juste là. Et plus on avance, plus je trouve que c'est un grand pay-per-view. Après le show, je me disais, les gens en font peut-être un petit peu trop sur certains points. Je comprends là où ils veulent en venir, mais bon voilà, est-ce qu'on est vraiment dans un des plus grands pay-per-view de la AEW? Plus on avance, plus je pense que oui. Ça reste comme d'habitude, il faut voir comment vieillissent les choses, c'est-à-dire que comment vont progresser les storylines, comment est-ce qu'on pourra revoir ce show-là d'ici 1 an, 2 ans peut-être. Mais en tout cas, encore à l'heure actuelle, et en plus on a changé d'heure, c'est le meilleur pay-per-view que j'ai pu voir depuis très très longtemps. Révolution, c'était assez fabuleux. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez avoir le show ainsi que mon react sur mon Patreon de façon gratuite, et vous avez le lien dans le Linktree dans la description. Bref, passons, ça c'était pour la petite pub. Révolution, c'était incroyable, et je fais mon petit package All Elite Wrestling à ce moment-là. Les weekly AEW, je m'y suis un petit peu rebranché là, parce qu'après le bilan de février où je vous disais que j'ai pas trop eu le temps et tout, j'ai essayé de trouver le temps de rattraper quelques weekly. Putain, Dynamite, c'est là... Cette année, Dynamite, faut s'accrocher tellement c'est bien, quoi. C'est vraiment exceptionnel, Dynamite, cette année. Il y a très peu de choses à redire, alors peut-être au niveau du booking féminin, mais je trouve que pour le coup, Tekla, en tant que championne, c'est dingue ce qu'elle est en train de faire. Au micro, elle s'améliore de jour en jour, et c'est exceptionnel ce qu'elle peut nous proposer. Elle propose un super règne. MJF, j'en parle même pas, de toute façon, on en a parlé dans une vidéo, donc j'en parle pas là. Mais c'est vraiment exceptionnel, je suis très content d'être retombé dans ce produit de façon régulière, parce que j'avais plus trop le temps. Collision aussi, j'ai rattrapé 2-3 petites choses qui sont vraiment très sympa. Ça construit doucement Dynasty. On a eu un très bon Kenny Omega contre Swerve Strickland, justement pour définir qui sera l'adversaire de MJF à Dynasty. Il s'avère que du coup c'est Kenny Omega qui a gagné ce match-là. Super match. Ils ont très bonne alchimie entre Kenny et Swerve. On a eu 2 matchs en l'espace d'1 mois et demi, là, 1 mois, qui étaient vraiment très bons. Donc j'espère qu'un jour on aura un Kenny Swerve en pay-per-view. À voir comment ça va se profiler à Dynasty. De toute façon, on en parlera dans une vidéo dédiée pour au niveau des pronostics et de ma preview du pay-per-view qui aura lieu du coup le 12 avril. Mais voilà, les weekly Dynamite, si vous avez l'occasion notamment d'aller les voir chez L'Heure la Loi du Catch, ou juste si vous voulez, si vous trouvez un moyen de les regarder, soit sur myaew.com qui a lancé du coup ce mois-ci sa plateforme de streaming, foncez, parce que là en termes de catch, moi j'aime beaucoup quand il y a un espèce de juste milieu entre storytelling, catch, etc. J'aime vraiment un bon mélange des deux entre divertissement et catch, et je trouve que la AEW vraiment fait très bien le taf là-dessus, et encore plus là depuis le début d'année, les weekly là-bas, on a eu une petite baisse, je trouve, vers 2025. Ça dépend des périodes, mais il y a eu une petite baisse au niveau fin 2025. Là, en tout cas, depuis le début de l'année, c'est grandiose. Et encore plus là, depuis Révolution, on a eu un Dynamite un peu compliqué post-Révolution, mais là, c'est en train de revenir très fort. Collision, il y a des choses très intéressantes également. Donc voilà, branchez-vous, c'est plutôt cool. Et de toute façon, si ça vous intéresse, on en reparle assez régulièrement sur la chaîne YouTube. On a parlé de Mercedes Moné et de Tony Storm, notamment. Bon, ça, c'était pour le petit point au niveau de la AEW. Il y a des très bonnes choses. Il y a des super clans qui se forment. Il y a des super trucs à voir. Allez-y, soyez curieux, c'est très chouette. On enchaîne ensuite avec un petit peu de catch indépendant. Sur Twitch, on s'est rattrapé Rev Pro High Stakes 2026. Alors la Rev Pro, moi je suis plus pour le coup côté Progress. Je suis beaucoup plus ce qui se passe de la Progress. On l'avait parlé notamment dans le bilan de février, que ce qui se passe à la Rev Pro. Mais là, il y avait une super carte. Il y avait des très gros matchs annoncés. Et ça a été un petit peu la douche froide. Il y a des trucs qui valent le coup au niveau histoire, on va dire, notamment Alexis Falcon qui du coup a détrôné Mercedes Moné au niveau de 2 titres, donc son titre Body Slam et son titre DW. Mais le match est pas forcément incroyable. Il y a un Leon Slater Connor Mills dont j'ai été un poil déçu, je dois bien avouer, alors que Connor Mills c'est quand même une des grosses têtes d'affiche du circuit indé en Europe, et Leon Slater, c'est Leon Slater quoi. Un main event trop long, une demi-heure, c'était trop long pour ce qu'ils ont proposé dans le ring. En fait, c'était un peu le souci, j'ai trouvé, du show. Les matchs étaient vraiment pas mauvais, il y a eu aucun match vraiment pas bon, je trouve, mais il y a rien eu d'exceptionnel, ou alors c'était très bien, mais c'était trop long, et du coup il y a des phases où t'es un peu genre bon... il serait peut-être temps d'arrêter quoi. Et c'est un peu le souci que j'ai eu là au cours du truc, c'est que je trouvais que le rythme des matchs était bizarrement dosé. Ça faisait d'un coup, et puis d'un coup ça s'arrêtait pendant très longtemps, et d'un coup et ça repartait. Et ça fait que c'est très indigeste finalement. C'est-à-dire que c'est pas nul, c'est bien, mais il y a des moments où t'es en mode... Bon, allez, j'ai compris, on passe à autre chose. Ça pète et tout d'un coup, tu sens que t'es en fin d'histoire, etc. Là, t'as un kick-out, tu te dis, non mais attends, et ils sont repartis pour 10 minutes. Tu fais, ouais, non mais les gars, oh, stop, tu vois, enfin, arrêtez, allez prendre votre douche dans le vestiaire, là, ça sert à rien, vous êtes pas payé à la minute. Donc ouais, c'était un peu le problème que j'ai eu avec High Stakes de la Rev Pro, c'est que la carte donnait vraiment très envie, et ça a été un peu la douche froide. J'ai trouvé ça, c'était bien, mais en fait, j'ai été tellement déçu par la longueur des matchs et le rythme du truc que j'étais un peu genre... Aujourd'hui, je me dis, bon, bah, c'est un show, ok, bon, bah, il existe, il est là. Voilà.
il est là. Il n'y a aucun match où j'y retournerai, quoi. Je suis content de les avoir vus, parce qu'il y a des belles affiches, mais il n'y a aucun match où que je re-regarderai avec grand plaisir, quoi. Bon, c'est... Voilà. Dommage, petite douche froide là pour Rêve Pro. Le lendemain, il y avait Breakpoint du côté de l'APC au studio Nanterre. Si jamais vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le champion actuel Kuro, vous pouvez regarder ma vidéo de sa prise de titre contre Aigle Blanc. Juste là, l'affiche. Du premier coup, ça fait beaucoup de fiches là. Hein. Va falloir que je bosse. Kuro, lui, il défendait dans le main event contre Trent Seven. Et surtout, j'aimerais m'attarder sur le Ricky Sosa Mecha. On a eu la chance d'en avoir deux en l'espace d'un mois. Il y en a eu un pendant KO volume 1 en tout début de mois, donc 1er mars, mais ça on en avait parlé dans la vidéo bilan de février. Et du coup, un là à l'APC, le gagnant allait affronter Kuro au prochain show. En tout cas, le gagnant devenait first contender au titre APC de Kuro. Mais il s'avère qu'il y avait Nate Prince qui traînait dans les parages avec son petit contrat qui est lui un peu le money in the bank qui lui permet d'avoir un match où il veut, quand il veut pour le titre. Donc il y avait cette espèce d'histoire là. Donc Mecha a battu Ricky Sosa. Entre guillemets, un peu logiquement, on s'y attend. On va en reparler juste après parce que Ricky Sosa, il est attendu ailleurs, et parce que Mecha c'est la suite logique, c'est à dire que c'était un peu l'année dernière, à la fin de l'année, c'était un peu la dernière roue du carrosse, c'est à dire qu'on avait c'était un peu la troisième roue plutôt, pardon. On avait Aigle Blanc qui avait son titre et qui était la star, qui ensuite a drop son titre contre Kuro. Kuro, c'est la star de l'APC, c'est lui le représentant de l'APC, il en est le visage. Et il y avait Mecha en dessous qui était... On sentait qu'il était sur un très très gros push, il y avait pas mal de... Il était chaud quoi, il était très très chaud, mais on attendait une grosse opportunité. Pas trop de surprise au niveau de la victoire de Mecha, mais super match, grand match. Il y a une très très bonne alchimie entre ces deux catcheurs, donc Ricky et Mecha qui se connaissent très bien. Je vous invite notamment à voir le match à volume 1 et du coup celui-là également à Breakpoint qui était très très chouette. Évidemment un main event pareil, Trent Seven Kuro, très cool, pas forcément génial, mais très très cool. Je trouve que là le règne de Kuro vraiment... il prend pas mal d'ampleur et depuis son heel turn, c'est vraiment très très intéressant ce qu'il fait. Je suis très content pour lui. Pas son meilleur, mais très loin d'être un des pires. Ça vaut vraiment le coup de regarder ce match-là, quoi. Sinon, il y a également Suplex Republic qui défendait leur titre tag contre 404, donc la nouvelle équipe de Adeleonis et Cory Zero. Pareil, alors là, super match, Suplex Republic. De toute façon, ils sont sur un règne de zinzin en termes d'équipe du côté de l'APC. Et Cory Zero, Adeleonis. C'est que du talent quoi, c'est talent et talent contre talent et talent. Donc ça pareil, gros match tag, je vous invite à aller voir, c'était très chouette. Et puis on ferme la parenthèse Breakpoint, très bon show, très content de ce que fait l'APC depuis le début de l'année. On en avait déjà parlé mais à la fin d'année 2025 j'étais un peu genre bon c'est un peu poussif. Là je trouve que depuis début 2025 et depuis surtout Anniversary, c'est très bien. L'APC ce qu'ils font c'est très bien, vous avez tout gratuitement sur YouTube, donc franchement n'hésitez pas. Et pour clore la parenthèse au niveau des gros shows, j'ai regardé DDT Judgment qui a eu lieu en cette fin de mois. Pareil, la DDT, je regarde quasiment jamais pour le coup, mais de temps en temps, je regarde ce qui se passe sur Dropkick et je me dis ah attends ça a l'air intéressant et tout, je vais me mettre ça un peu au hasard. Et là c'est le cas, je me suis mis un peu ça au hasard et j'ai vraiment adoré le show. Alors pareil, je suis pas forcément client régulier de la DDT, donc je sais pas forcément, j'ai pas tous les contextes, mais il y a des super trucs à voir là-bas. Alors c'est très comédie, il y a des choses où on sent qu'il y a un petit choc des cultures entre l'humour occidental et l'humour japonais, mais il y a des choses quand même très bien, notamment un Hideki Okatani contre Toy, je sais pas comment on dit Toy on va dire. Donc c'est un espèce de match, ça dure pas longtemps, hein, ça dure 10 minutes, un quart d'heure peut-être maximum. C'est un espèce de match comédie extrême, c'est très particulier, mais j'ai passé un super moment. Il y a eu des bons spots et du bon catch, il y a eu tout un jeu avec l'arbitre en tout début de match qui était très rigolo. Donc ça franchement c'était très chouette. Et dans le main event, Yuki Ueno a conservé son titre contre Kanon, pareil, la super match. On est un petit peu dans cette veine comme on en a parlé avec le main event de la Noah. Je trouve que souvent les main events DDT et les main events Noah, on est à peu près dans le même range, c'est-à-dire que c'est largement au-dessus du reste de la carte. Et c'est à peu près le même genre de match. Alors on va me tomber dessus les fans du Japon, pardon, my bad, mais c'est mon ressenti. Je trouve en tout cas de mon peu de connaissances, c'est un peu le même style de match. Donc c'est toujours des matchs, c'est du gros pour Oresu. C'est vraiment très très bon, il y a des super trucs à voir, il y a des super enchaînements, il y a du gros wrestling. Et c'est 20-25 minutes de pur bonheur quoi, tout simplement. Donc pareil, lui il a pris son 4,5 également. Donc Yuki Ueno a conservé, il faudrait que je m'intéresse un petit peu plus à son règne, d'autant que j'ai un de mes modos, Mary, qui me fait la propagande de DDT, donc il faut que je me branche un petit peu plus dessus. Sinon pour parler de show rétro en stream, on s'est rattrapé à JW Dream Slam. Donc là on est sur un classique du Joshi, ça date de 1993. Le show dure
5 heures. 5 heures. C'était un peu difficile à tanker sur Twitch, je vais pas vous le cacher, il y a des moments où on faisait avance rapide. Mais le show est disponible sur YouTube, vous pouvez le trouver assez facilement, et surtout avec des sous-titres en anglais. Comme il y a pas mal de promos entre les matchs, il y a pas mal d'interactions au sein même des matchs entre les catcheuses, le fait d'avoir les sous-titres anglais c'est vraiment très cool parce que ça permet de suivre et de se mettre un petit peu plus dedans, et ça vraiment merci à la personne qui l'a publié, parce que pour un show de 93 faut y aller, et la captation est vraiment très bonne. Donc si jamais vous avez peur, vous dites ouais mais c'est un truc japonais de 90, la captation va pas être très belle, c'est un peu compliqué et tout. Bon, j'adore le rétro, hein, cassette, on s'est compris. Mais là, pour le coup, la captation est vraiment très bonne. En 4 tiers, on peut pas non plus demander... on va pas demander la lune à un show de 1993, et encore moins aujourd'hui, tu vois. Donc en 93, pour le coup, la captation est vraiment bonne, et ça se regarde. 5 heures, c'est très long. Moi, je l'ai fait d'une traite. Faites-le peut-être en 2 fois, 3 fois. Mais surtout, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le co-main event, le match juste avant le main event, est peut-être un des meilleurs matchs féminins que j'ai vu de ma vie. Voilà, à voir comment il va vieillir dans ma tête, mais c'est clairement un des meilleurs matchs féminins que j'ai vu de ma vie. Donc c'était Akira Okuto contre Shinobu Kandori. Je pensais pas réussir d'une traite à dire les noms, c'était trop bien. Putain, c'était... Oh, le flow, là, voilà. J'appelle à tous mes bandeurs de flow, le flow des meufs, quoi. Incroyable. Le charisme, l'aura de ces catcheuses, c'était extraordinaire. Le catch qui était pratiqué était extraordinaire. On avait de la dramaturgie, il y avait du sang, mais pas trop non plus pour pas vous dégoûter. C'était un drama japonais, voilà. J'avais l'impression d'être dans Crow Zero, dans les meilleures heures de Takashi Miike. C'était génial. Ça, vraiment, je vous le conseille. C'est-à-dire que c'est du 5 étoiles, mais minimum 5 étoiles. C'était exceptionnel. Un des meilleurs matchs de Joshi que j'ai vu de ma vie, je le répète, vraiment foncez voir ça, au moins ce match là, Dream Slam 5 heures, c'est pas grave, zappez, c'est pas grave pour la culture, mais c'est pas grave, zappez, regardez ce match là, je vous en conjure. Bref voilà, c'est un bilan un peu plus petit que d'habitude, je sais pas encore si j'ai pu vous parler de TJPW, Cassette du futur, est-ce que t'as parlé de TJPW? Je ne sais pas, vous verrez. Si c'est pas le cas, on en parlera peut-être un autre coup, ou alors sur Twitch, je vous invite à aller me suivre dessus. Je retiens surtout les weekly d'AEW ce mois-ci, c'est vraiment ce qui m'a pris dedans l'AEW ce mois-ci, j'étais à fond dedans, alors que je l'étais un petit peu moins en janvier-février, et au fur et à mesure, en fait, les mecs, ils c'est tellement de la qualité que... Bah voilà, je suis retombé dedans, voilà, c'est comme ça, je suis retombé dedans. Mais surtout, je me prépare au mois d'avril, le mois d'avril qui va être très chargé le mois d'avril, il est hyper chargé. Vous avez sans doute remarqué que je n'ai pas parlé de WWE, parce que j'ai très peu suivi les weekly ce mois-ci, parce que le produit, bah, le peu que j'en ai vu m'intéressait pas forcément, donc j'ai très peu suivi. Malheureusement on est en pleine road to WrestleMania, donc je vais rater des trucs, j'ai pas mal de choses à rattraper, on en parlera peut-être dans une preview ou une review de WrestleMania à ce moment là, je sais pas encore si je ferai une preview du show, mais bref, on en parlera au mois d'avril, parce que bah, je pense qu'on va englober road to WrestleMania et WrestleMania. Le mois d'avril, il y a plein de shows pour la Mania Week, la WrestleMania Week, pour ceux qui savent pas. En gros, quand WrestleMania arrive dans une ville, bah, comme c'est le plus gros show au monde en termes de catch, il y a plein de promotions de catch qui en profitent pour aller faire un show ou deux, ou plus, si vous êtes la GCW dans cette ville, dans la même ville où il y a WrestleMania, ça permet de se faire un petit peu de visibilité. Et donc là, on va avoir la Stardome, il y a la GCW qui fait plein de shows, il y a des trucs trop bien. Il y a Pete Dunne qui va débarquer à Bloodsport GCW, ça va être trop bien, ça on va regarder sur Twitch évidemment. Donc n'hésitez pas à suivre Cassette-du-Bas-Catch sur Twitch si vous voulez rattraper tous ces shows là. La HOG notamment qui a annoncé un gros show, bref, il y a un gros mois d'avril qui arrive. Il y a Dynasty, moi j'attends énormément Dynasty. WrestleMania, j'attends WrestleMania, mais je reste un petit peu sur ma faim. La carte est magnifique, mais la construction, compliqué, on en parlera sûrement à ce moment-là. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Si vous voulez plus de contenu, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller me suivre du coup, sur Twitch, on en a déjà parlé, ou sur TikTok et Instagram. Évidemment, vous abonner sur YouTube. J'essaie de sortir entre 1 et 2 vidéos par semaine, soit du storytelling, soit un petit peu d'actu, de la réflexion, etc. Et puis bah voilà, bref, rien de plus à vous dire. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine.